Je m'appelle Grégory Delemazure. Je lance le chrono, voilà. Je travaille avec le Disrupt Campus, qui a un stand 104, on pourra s'y retrouver après si ça vous intéresse, sur la problématique de l'intrapreneuriat. Donc, ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est de voir en quoi l'intrapreneuriat est un moteur des transformations dans l'entreprise. Donc moi, j'interviens en accompagnement de projets d'innovation par l'intrapreneuriat dans différents programmes, dont Disrupt Campus, mais pas que. Alors d'abord, ce que je vous propose comme déroulé, c'est de voir qui est l'intrapreneur, quelles sont ses caractéristiques principales. En deuxième point, en quoi ça sert à la transformation des entreprises? Quelle est la maturité des entreprises régionales sur le sujet et quels résultats on peut en attendre? Et en troisième partie, comment on monte un programme d'intrapreneuriat au sein d'une organisation ou comment on lance une initiative qui est autre chose que juste un individu. Voilà, et si vous voulez continuer à discuter, on n'a que 20 minutes, donc ça pourra se faire sur le stand. Alors la définition de l'intrapreneur, ça c'est la mienne empiriquement, mais tous les mots comptent. L'intrapreneur est un salarié qui gagne la confiance de son employeur pour transformer son idée en un projet concret, rentable, au sein ou avec son organisation. Donc là, ce qui est important sur la dynamique intrapreneuriale, c'est que ce n'est pas un projet qui est amené par la boîte ou qui est sorti d'un hackathon, à qui on va ensuite chercher un porteur de projet pour dire « tiens, qui est-ce qui pourrait le faire ?» La clé de l'intrapreneuriat, c'est bien quelqu'un qui s'est levé dans la boîte et qui a en général expérimenté un problème sur le terrain et qui s'est dit, au lieu d'attendre, je vais commencer à régler le problème, j'entrevois une solution, je vais commencer à faire un truc dans mon coin. Donc un intrapreneur, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau d'engagement, qui n'a pas attendu l'autorisation de faire. Donc il a son idée et l'objectif, c'est bien de faire un projet concret, rentable. Ça doit lui servir à lui dans son projet au sein de la boîte et bien sûr à la performance de l'entreprise. Son profil, globalement, c'est plutôt un rebelle, mais il a une cause. La cause, ça peut être la sienne, mais ça peut aussi être celle de l'entreprise. Ce qu'il n'est pas, et là je vous parle empiriquement de programmes que j'ai accompagnés, il n'est pas nativement un chef de projet, il peut l'être, mais ce n'est pas sa fonction première. Il n'est pas entrepreneur, sinon il serait déjà plus dans la boîte. Il n'est pas forcément expert d'un domaine, et ça n'est pas non plus ce qu'on appelle un haut potentiel en termes de RH, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui est déjà fléché pour être accompagné dans un programme. Donc le plus souvent, là je vous parle de programmes que j'ai accompagnés à la SNCF par exemple, les intrapreneurs, c'était des agents de quai, des contrôleurs, des gens qui ont vraiment vécu des dysfonctionnements dans le contact client et qui ont expérimenté des solutions. Dans quel contexte? Alors, c'est un chiffre que vous avez certainement déjà vu. Dans les organisations, on est, en France en tout cas, 6% à être engagés, au-delà de la norme. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un gros potentiel de traction. Ces 6%, si on regarde les stats, 66% sont attirés par un groupe qui proposerait un programme d'intrapreneuriat. Alors, on ne va pas forcément passer à l'acte, mais être dans un écosystème qui permet de le faire stimule les gens. Donc, retenez, le premier enseignement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment le profil d'intrapreneuriat. Il faut les passer au radar, il faut trouver le tamis pour trouver les bons individus sur qui on peut miser. En revanche, on le reverra plus tard, mais un intrapreneur, en global, dans une structure un peu dimensionnée, il embarque avec lui une centaine de collaborateurs dans les tests, dans la production de sa solution. Donc c'est un gros vecteur de changement. Ses caractéristiques, la première et la plus importante, c'est qu'il est singulier, il a sa singularité. Donc n'imaginez pas formater des programmes d'intrapreneuriat qui va sortir des zombies, des clones ou des tous pareils. Chaque intrapreneur a son propre ADN, il est unique, et c'est ce qui fait qu'il va porter un projet qui va aboutir à un projet unique. Donc il faut respecter sa singularité. C'est un des points clés. Donc il y a des organisations qui ne sont pas prêtes. On ne peut pas standardiser l'intrapreneuriat. Deuxième point, c'est qu'il a fait, et il fait, et continuera à faire des pas de côté. Pour voir le problème autrement, il a fait physiquement un pas de côté. Il s'est autorisé des choses en interne ou en externe qui n'étaient pas forcément académiques. Quand je parle d'applications dans les DSI, souvent il est allé trifouiller des choses dans des Google Drive, dans des Excel. Bref, il a fait des choses en Shadow IT. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Pas autorisé, mais en tout cas, il a fait quelque chose qui fonctionne en dehors du système. Donc il a fait ce pas de côté. Et le troisième point, c'est qu'il a un niveau d'engagement qui est supérieur à la moyenne. Alors là, ce qui est important, en tant que, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, en gros, un intrapreneur vous fait faire des gains de productivité parce qu'il fait son boulot. Et en plus, à côté, il a son propre combat d'une solution qu'il s'est choisie. Et il va faire ça sur son temps, non pas libre, mais masqué, les midis, les soirs, etc. Donc il arrive à faire
un job de 7 jours en 5, sans vous demander la rémunération associée. Donc il a déjà fait des gains de productivité avant que vous le repériez. Ces 4 problématiques de base, toujours les mêmes. Premièrement, on ne lui a rien demandé. Il n'a pas le profil, il n'a pas le CV, il n'a pas été recruté pour faire ça. Et il s'est décidé lui-même à le faire. Deuxième point, il n'a pas de budget, ni en ressources humaines, et encore moins en monétaire. Et donc, il doit trouver du budget. Et pour trouver du budget, il faut d'abord trouver un sponsor. Ça va être son premier combat. Enfin, il n'a pas de temps libéré. Pour l'instant, il travaille en temps masqué. Et le quatrième point, c'est qu'il n'a pas de ressources, il n'a pas d'équipe. Donc, il vient piquer du temps des copains à gauche, à droite, qui ont envie de l'aider. Donc, il a un pouvoir de conviction assez fort, dans une certaine mesure, parce que s'il va trop loin, comme il peut être très attirant, les gens peuvent plus avoir envie de bosser sur un projet à côté que sur leur propre job. Donc voilà, tout ça a ses limites, mais il se confronte à ces 4 problématiques. Alors comment on l'identifie? Je l'ai dit, mais la base, c'est un trépied. Premièrement, il a vécu le problème sur le terrain. Donc quelqu'un qui viendrait, se disant entrepreneur, en disant « j'ai participé à un hackathon, on m'avait demandé de travailler sur l'idée de machin, puis j'ai eu une idée, là, hors sol, en travaillant avec des Lego ». Ça ne suffit pas. Il a vécu le problème sur le terrain. Vraiment. Deuxième point, c'est qu'il comprend les utilisateurs. Souvent, il en fait partie. Donc soit il est en interface avec le client, en tout cas, il les pratique au quotidien. Donc il n'a pas besoin de faire un gros travail de persona, comme on dit dans le design thinking. Il sait qui c'est. Donc on a une boucle d'avance. Et enfin, il a déjà imaginé un bout de solution. Ce n'est pas forcément la solution ultime. Il y aura peut-être des pivots à faire, mais il a déjà expérimenté quelque chose. C'est ces 3 caractéristiques. Si vous vous posez la question, suis-je un entrepreneur ou est-ce que j'en ai dans ma boîte? Quand ils viennent vous pitcher quelque chose, ce n'est pas juste une idée sur un bout de papier. Là, c'est la garantie qu'on va plus loin. En gros, il a déjà fait lui-même une première boucle de design thinking, c'est la phase immersion, empathie, immersion, prototypage. Il l'a fait sans le savoir, hein, parce que lui, il ne sait pas qu'il fait du design thinking. Et donc, on a des projets qui, à ce compte-là, vont aller vite. Autrement dit, si vous montez un programme, l'idée, c'est d'avoir un radar assez fin pour identifier les gens qui sont à son niveau de maturité là. Il existe 1000 autres programmes, 1000 autres manières de faire, mais ça ne sera pas forcément une méthode intrapreneuriale. Alors, pourquoi développer l'intrapreneuriat? Pour faire simple, moi, je vois l'intrapreneur au cœur des transformations. La toute première, c'est celle pour lui. Donc l'intrapreneur, il fait un parcours sur lui-même, c'est pour ça qu'il se bouge. Donc c'est le sens et l'impact. Donc son pourquoi à lui ou le pourquoi de l'entreprise. Qui est enfin une tendance des entreprises de se poser la question pourquoi elles font ça. Donc le sens et l'impact. La deuxième, et qui est toujours vraie, c'est qu'il participe à la transformation managériale. Il doit convaincre son manager qu'il n'a aucun intérêt à perdre du temps homme. Ça, c'est le premier point. Et il travaille en transversalité, donc il est typiquement dans la transformation managériale. Il la pratique, en tout cas, il la stimule. Troisième point, c'est qu'il participe à la transformation des ressources humaines. Il travaille sur ses soft skills. Il n'est pas diplômé pour faire ça. Il n'a même pas été repéré par les RH en général. Quatrième point, il est dans une dimension de frugalité dans l'innovation. Moi, j'ai mis RSE, mais je retiens surtout la frugalité, c'est-à-dire que pour commencer, il n'a pas demandé des moyens, il a commencé à faire avec ce qu'il avait avec lui. Et donc, on est typiquement dans faire avec peu pour aller très vite. Et le quatrième point, c'est quasiment toujours la réalité. Il fait une innovation en termes de business model quand on est sur du produit vendu, parce qu'il est obligé de sortir du cadre. Donc, il va travailler sur ces 5 niveaux de transformation. Et la transformation digitale, vous me direz, elle est où? Pour moi, elle est un moyen qui est transverse à tout ça. Ce n'est pas une finalité. Mais bien sûr, la plupart de ces projets vont s'accélérer sur ces nouveaux dispositifs. La maturité des entreprises là-dessus, alors c'est une enquête qui date un peu, que j'avais faite en 2016, sur un panel d'entreprises régionales, Grand Ouest, il y avait 130 boîtes qui avaient répondu. Et globalement, ce qu'on a constaté, c'est qu'à peu près 50% des boîtes perdent leur intrapreneur. 15,4% partent monter leur propre boîte parce qu'on ne leur a pas fait confiance. Ils disaient « Ok, ben, je me barre, je vais le faire tout seul », ce qu'on appelle une spin-off. Enfin, c'est même pas une spin-off, c'est « je m'en vais ». Et plus grave, il y en a un tiers qui part à la concurrence. Donc c'est une perte sèche en termes d'innovation. Là où les boîtes passent beaucoup de temps à essayer de racheter des boîtes ou monter des start-up studios, elles perdent 50% de leur effectif qui va faire les choses ailleurs. Donc regardons ce qu'on a dans les tiroirs. Faisons confiance à nos salariés ou à vous si vous êtes entrepreneur. Les freins. Les principaux freins, il y en a 3. Le premier, c'est réticence de la direction à faire confiance.
souvent dans les programmes d'intrapreneuriat qui viennent de l'histoire ancienne, on va dire, vous avez le droit d'être intrapreneur, mais on vous pose une question. On vous demande d'investir sur la problématique de trouver les relais de croissance de demain. L'intrapreneur, il ne se pose pas cette question. Lui, il a une idée d'un truc qui dysfonctionne et il n'attend pas qu'il y ait un programme, il va le faire. Donc, il faut que la direction soit à l'écoute, en flux, en permanence, même si elle met en place des processus de challenge ou de boîte à idées intelligentes. Le flux, c'est quand même la meilleure manière de rencontrer l'intrapreneur au café ou ailleurs. Donc, attention à l'institutionnalisation du dispositif. Deuxième point, c'est qu'on lui libère pas assez de charge de travail. La moyenne pour arriver à faire quelque chose sur un processus de 3 à 4 mois, c'est 1 jour par semaine. Libérer 1 jour par semaine de cet individu, il continue à faire son job et en plus, il a le droit cette fois-ci de faire son projet intrapreneurial qui va être plus ou moins accompagné. Et enfin, le management inadapté, puisqu'on ne sait pas manager ces trublions-là. Il n'y a pas de procédure pour ça, donc il faut accepter que ces gens-là se managent un petit peu par eux-mêmes en dehors du système. Les résultats, un projet sur 2 passe en prod. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans les startups. La viabilité d'une startup, c'est 1 sur 10. Donc là, ça veut dire qu'il y a des projets qui vont s'arrêter à l'issue d'un parcours parce qu'ils sont soit pas rentables, soit qu'ils n'ont pas rencontré leur marché, mais on a quand même 50% qui va effectivement passer en production. Alors, la problématique pour l'intrapreneur, c'est que ce n'est pas forcément lui qui gère la production de la solution. Il est product owner pendant le sprint ou la partie, les 3-4 mois de penser le projet, faire son preuve de concept. Après, souvent, ce produit, il en est dépossédé parce que ça va rentrer et très logiquement dans le processus de l'entreprise. Si ça ne rentre pas dans le processus de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une spin-off, mais c'est très rare. On crée une filiale ou un service à côté. C'est même pas 1 sur 10, cette belle histoire-là. Hein. Et il y en a qui n'ont pas fait la preuve du tout, donc ils vont s'arrêter. C'est le processus dans l'innovation, c'est la gestion de l'échec. Hein. Un intrapreneur, je l'ai dit, il a une grande force de traction. Hein. Il embarque une centaine de collaborateurs. Là, c'est les chiffres qu'on a mesurés dans des programmes à la SNCF, Pays de la Loire et Rhône-Alpes, que j'ai aidé à monter, qui embarquaient des sessions de 6 à 7 intrapreneurs, projets. 9 sur 10 veulent recommencer. Donc ça, c'est un des problèmes clés de l'intrapreneur. C'est je retourne à mon poste une fois que j'ai fait mon projet. Qu'est-ce que je fais? Je reprends comme avant ou pas? Donc il va falloir l'accompagner. Soit il peut réitérer, soit, et c'est la bonne pratique, il va essaimer auprès d'autres collaborateurs, ce qu'il a appris. Et 1 sur 2 modifie de ce fait-là son poste. Ça ne veut pas dire qu'il change de poste. Il va essayer de réorienter un peu son poste, souvent dans des axes d'innovation et souvent dans des axes pas de côté. Donc on lui donnait des missions d'aller, par exemple, au Digital Change, voir ce qui se passe. Alors les bases d'un dispositif efficace, qui marche. Premièrement, il ne faut pas tomber amoureux de sa solution. Ça, pour ceux qui font de l'innovation, c'est la base. On est amoureux du problème, pas de la solution. Dans le cas de l'intrapreneur, dans la majorité des cas, ce n'est pas lui qui le conduira. C'est un cas assez rare où en fait, je crée mon poste sur la solution que j'ai amorcée. Donc il va potentiellement s'en sentir dépossédé, mais ce qu'il aura de toute façon fait, c'est un parcours sur lui-même. Donc l'intrapreneuriat, c'est 3 niveaux. C'est un parcours d'innovation, donc sur les solutions, c'est un parcours sur soi, et c'est un parcours de transformation par l'individu au sein de son organisation, notamment sur la dimension managériale. Il y a 3 niveaux. Il faut accompagner les 3 niveaux. On n'oublie pas que l'intrapreneur, il est bien toujours responsable de son projet, donc on ne le dépossède pas de son projet, même s'il n'est pas responsable ou s'il n'est pas expert de son domaine. On va juste faciliter son parcours, et c'est à lui de trouver un sponsor, ça je précise. Un intrapreneur qui s'assoirait à la table en disant « je ne peux pas bosser, je n'ai pas de moyens et je ne sais pas avec qui le faire », ce n'est pas un intrapreneur. Il faut qu'il ait capacité de se lever et se dire « je vais convaincre des gens et je suis OK pour faire un pitch. Aidez-moi à pitcher, mais je vais aller trouver mon sponsor ». Donc les programmes type SNCF qui ont été montés, je vous parle de ce que j'ai géré, hein, ils ont tous trouvé un sponsor en interne et ils ont tous trouvé entre 50 et 60 K pour financer leur POC. Ils n'avaient rien au début, que dalle. Et ils venaient, c'était des agents de quai, ils n'avaient même pas d'ordinateur, pour vous dire. Alors, je ne dénigre pas la SNCF là, justement, je dis il y a une capacité à sortir du rang. Comment se déroule un programme classiquement? Vous voyez, la partie du milieu, c'est le programme. Dans le programme, c'est assez classique. Hein, on va s'inspirer de méthodes type Lean Startup, Design Thinking, pour accélérer le prototypage de la solution. Mais il faut surtout penser à la préparation et à l'atterrissage. Donc dans la préparation, on peut faire des hackathons ou des challenges.
Mais là, vous allez avoir quelques intrapreneurs parmi une grande masse de gens qui viennent à une journée d'animation avoir des idées ce jour-là. Ils n'ont pas forcément vécu le problème. Donc il faut, oui, on peut faire des challenges, mais il faut un radar, un tamis, qui vous permet en permanence d'identifier des gens qui viennent à vous, soit en tant que manager, soit en tant que dirigeant. Donc il ne faut pas oublier ça. Deuxième point, c'est qu'il faut valider les profils sur les 3 niveaux. J'ai connu le problème, je connais les utilisateurs, j'ai un début de solution. Donc il faut tester ça. Et enfin, il faut vérifier les conditions d'acceptation avec le manager et un RH. Les RH en général, en disant est-ce qu'on peut embarquer cette personne-là, pourquoi lui, pourquoi je vais investir sur lui et pas un autre. Donc c'est quand même un processus un petit peu pyramidal. Dans le programme lui-même, on va avoir 3 niveaux. En général, c'est des journées collectives, donc de plusieurs projets qui vont s'enrichir mutuellement aussi. On appelle ça des bootcamps comme vous voulez, mais c'est un apport méthodo appliqué à la journée ou à 2 jours collés, des mini-sprints. Après, on a une dimension essentielle, c'est qu'il faut suivre l'individu. Donc là, on parle de coaching ou de mentorat. Donc on va trouver en interne de la boîte des gens qui ont suivi ce parcours-là, qui sont capables d'aider l'individu dans son approche. Et enfin, on a un niveau au niveau classique de la solution qui est plutôt des ateliers de maquettage. On est au niveau du projet. Donc il y a 3 niveaux d'accompagnement à mettre en place. Et puis derrière, il y a l'atterrissage. Donc il faut penser à 3 choses. Valoriser et reconnaître les acquis. Alors dans le programme Disrupt Campus, par exemple, les intrapreneurs qui font leur preuve de concept passent un diplôme en parallèle. C'est le seul programme qui existe qui diplôme cette démarche aujourd'hui sur le territoire. Et bien sûr, il faut penser à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? On transfère à des équipes, on arrête, ou bien on fait une spin-off, hein, c'est une filiale. Donc il y a des modalités là, juridiques assez importantes à prendre en compte dès le début du projet sur la propriété de l'innovation. Et enfin, il faut gérer l'ajustement possible du poste, voire le mouvement de poste. Donc tout ça, ça nécessite un temps de SAV, après combat d'au moins 4 à 8 semaines, environ 2 mois. L'objectif d'un programme type intrapreneur, c'est d'arriver à une preuve de concept. En général, on n'a pas quelque chose qui est industrialisable. Au mieux, on a un prototype. Juste les acteurs du programme, bien sûr, l'intrapreneur au centre, son manager, il faut aller le convaincre, donc on passe du temps à aller le voir. Dans quelles conditions tu peux me libérer un peu de temps de ce gars-là? Il faut un facilitateur qui connaît les méthodes, un animateur sur la partie méthodo. Il faut des coachs ou des mentors, à vous de les trouver, internes ou externes. Il faut un sponsor du projet à trouver. En général, l'intrapreneur ne vient pas avec le sponsor, on aide à trouver, c'est lui qui va pitcher. Et enfin, il faut un sponsor du dispositif qui est souvent la direction. Là, ce que je recommande pour que ça tourne bien, c'est que si vous montez un dispositif dans une organisation, que vous fassiez une gouvernance tournante. Ça n'appartient pas au RH, à l'innovation ou aux opérations. D'une année sur l'autre, vous faites tourner pour qu'il n'y ait pas un effet d'appropriation, de sclérose du dispositif, comme on en connaît tant, que le truc reste assez flexible au niveau donc, du sponsor du dispositif. Alors, je vous montre un dernier truc qu'on avait fait à la SNCF. Eux, pour légitimer la démarche, ils ont mis ensemble des managers, des opérationnels, des gens des RH pour construire une charte. Donc c'est juste une charte avec un certain nombre de points. Premier point, c'est l'initiative, c'est à l'agent. Donc on parle d'agent à la SNCF. Hein. Ouvert à tous les agents, tout le monde peut postuler. Solution de valeur pour la SNCF. L'agent est responsable de sa solution, donc on le considère comme un product owner, même s'il n'est pas formé pour. On l'accompagne. Il transmettra son expérience, donc il s'engage à essaimer après auprès d'autres collègues qui pourraient avoir le même profil. Et enfin, on va reconnaître l'agent pour ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas forcément financièrement, mais voilà les différents points sur lesquels ils se sont engagés au départ pour dire on vous embarquez dans une histoire avec une charte qui a été co-construite en amont. Donc si vous êtes dans des organisations complexes, c'est ce que je vous conseille. Je vais aller assez vite, juste un panorama de dispositifs qui existent. Il y en a plein, vous verrez au milieu Disrupt Campus. Il y a aussi un collectif local que j'anime avec d'autres personnes de la salle qui s'appelle le Collab Change. Mais il existe plein de programmes, soit internes, soit inter-entreprises, soit en termes de communauté.